patron, ça y est, ils ont fini de fabriquer notre nouvelle palette. Par contre, l'équipe marketing, elle dit qu'elle est trop chère et qu'on n'arrivera jamais à la vendre. Mais tu racontes n'importe quoi, gamin. Va me chercher la chaussette. Je crois que j'ai une bonne idée. Dans ma première vidéo, je vous avais parlé des marques qui arrivent à vendre des palettes à des prix totalement indécents. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment elles font pour vendre des palettes à des prix totalement indécents. Le premier secret, c'est un effet psychologique qui est extrêmement bien connu dans l'univers du marketing. Il s'agit de l'effet Diderot. L'effet Diderot, qu'est-ce que c'est et d'où ça vient? L'effet Diderot doit son nom de Denis Diderot. Denis Diderot, c'était un philosophe des Lumières qui était connu pour avoir travaillé avec son ami d'Alembert sur l'encyclopédie. Alors, l'encyclopédie, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de bouquins énormes qui regroupe toutes les connaissances qu'il y avait à cette époque-là. Vous pouvez voir ça un peu comme le Wikipédia de cette époque, sans toutes les conneries absolues que tu peux trouver sur Wikipédia. Denis Diderot avait régulièrement de gros problèmes d'argent. Sur ce arrive dans notre histoire Catherine II, grande impératrice de toutes les Russies. Catherine II était super copine avec tous les philosophes des Lumières, en tout cas jusqu'à la Révolution française. Après elle leur a dit « Vous dégagez de chez moi, bande d'hérétiques !» Donc dans le cas de notre ami Diderot, elle décida de lui filer plein de pognon pour acheter sa bibliothèque dont elle lui laissa l'usufruit jusqu'à sa mort. Elle est quand même vachement sympa, Catherine, hein, on est d'accord? Perso, des amis comme ça, moi j'en veux bien. Notre ami Diderot, maintenant qu'il avait plein de pognon, il décida d'acheter une superbe robe de chambre. Et puis, une fois qu'il eut cette super robe de chambre, il regarda autour de lui et remarqua « Mais ma maison, elle est pourri en fait !» Du coup, pour parer à ça, il acheta un tapis ultra luxueux, puis il acheta 1, 2, 3 statues, et puis il redécora tout son intérieur, et puis il claqua méticuleusement tout son pognon jusqu'à ce qu'il fût absolument ruiné. Il relate l'expérience dans son traité philosophique « Regret sur ma vieille robe de chambre ». Quelle leçon peut-on tirer de cette histoire? Eh bien, il y en a deux. La première, tes achats définissent ton identité et se complètent. Cela veut dire par exemple que si tu achètes un objet très luxueux, tu vas vouloir que tous tes autres objets soient à cette image-là. La seconde, c'est un objet déviant entraîne plein d'achats. Prenons un exemple pratique. Tu vas à Decathlon parce que tu décides de te mettre au sport et tu comptes acheter un tapis de yoga. Et puis, en sortant, tu achètes aussi un premier jeu d'haltères, un deuxième jeu d'haltères, une montre high-tech pour mesurer tes performances, plein d'équipements, des barres protéinées, tout ça. Voilà, maintenant tu sais, il n'y a pas de sorcier qui travaille chez Decathlon, c'est simplement l'effet Diderot. Oui, je sais, c'est très dur à croire. Remarque que c'est le même mode de fonctionnement de plein d'autres entreprises, comme Apple. Oui, parce que tu as acheté l'ancien iPhone, il y en a un nouveau qui est sorti, il faut absolument avoir le nouveau, on est d'accord. Et puis puisque tu as l'iPhone, autant que t'achètes aussi le MacBook, et puis autant que t'achètes l'iPod au passage, hein. Oui, parce que s'ils ont autant de clients, c'est pas grâce à la durée de vie de la batterie ou la solidité des appareils. Oui, vous savez, ces appareils où lorsqu'ils tombent, tu fais une prière à tous les dieux que tu connais parce que tu sais que si tu dois t'en repayer un, tu vas devoir te vendre un organe. Mais par contre, ce sont de beaux objets qui se complètent bien. Parce que l'effet Diderot, c'est un effet psychologique ultra puissant et qui marche sur tout le monde. Alors comment on fait pour lutter contre? Eh bien la première étape, c'est de prendre conscience du problème. Pour ça, vous pouvez, comme je vous avais dit la dernière fois, calculer combien vous dépensez et vous situer sur l'échelle de la raisonnabilité qui va du niveau ça va au niveau intervention requise. Pour ça, il faut aussi réapprendre à acheter les objets pour leur utilité et pas juste parce qu'on a envie de les acheter. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Le troisième point, c'est d'essayer de réduire son exposition à cet effet. Par exemple, si à chaque fois que vous allez dans les magasins, vous achetez plein de nouveaux trucs, peut-être arrêtez d'aller dans les magasins. Un autre truc, et je vais insister là-dessus, c'est faites attention aux comptes que vous suivez sur les réseaux sociaux. Si les comptes que vous suivez vous donnent envie d'acheter de façon compulsive, faites du ménage et arrêtez de les suivre. Attention aussi parce que l'effet Diderot s'applique pour les cadeaux. Oui, quand vous faites un cadeau à quelqu'un, ça peut aussi déclencher plein d'achats inutiles de sa part, donc il faut faire attention. Moi? Non, c'est faux, c'est pas du vécu du tout. Arrêtez de dire ça. Arrêtez ou je vous ferai juger pour hérésie. Ce qu'il faut retenir, c'est que si tu produis le bon stimuli pour le premier achat, eh bien tu pourras en avoir plein d'autres derrière. Tu auras plein de clients fidèles qui n'ont pas forcément les moyens, mais qui le seront quand même. Et un bon moyen de fournir le premier stimuli pour les entreprises, c'est de se servir des influenceurs. Mais comment faire si tu es une entreprise pour qu'un influenceur fasse la promotion de tes produits? Eh bien c'est très simple, il y a 3 moyens dont on va parler maintenant. Le premier moyen, c'est les colis de relations publiques. En quoi ça consiste? C'est très simple, c'est que tu envoies ton produit gratuitement à l'influenceur. C'est comme un cadeau. Il y a 2 problèmes. Déjà, si l'influenceur est très gros, il est très
très probable que tes concurrents vont aussi lui envoyer leurs produits. Donc, ça fera plein de cadeaux pour cet influenceur et tu n'as aucune garantie qu'il parle de ton produit à toi. Deuxièmement, tu n'as aucune garantie qu'il en parle en bien plutôt qu'en mal. C'est pour ça que les entreprises ont commencé à cibler des influenceurs de plus petite taille. Si l'influenceur est de petite taille et ne reçoit pas beaucoup de colis de relations publiques, tu peux alors appliquer une forme de pression, une forme de chantage en lui disant que s'il dit du mal de ton produit, eh bien il n'en recevra plus. Pour un influenceur de plus petite taille, c'est très dommageable de ne plus recevoir les colis de relations publiques. C'est un avantage compétitif. En effet, ce n'est pas juste recevoir un produit gratuitement, c'est aussi le recevoir avant tout le monde. Donc tu pourras en faire la promotion avant tout le monde et avoir plus de vues et donc plus d'argent. Si tu as ce genre de pression ou de chantage venant d'une entreprise, tu vas probablement y être beaucoup plus réceptif que quelqu'un qui est plus gros que toi. Et tout ça, ça fait beaucoup de colis et surtout beaucoup de maquillage. Parce que quand une entreprise envoie un colis, elle n'envoie pas un ou deux produits, elle envoie toute sa collection. Par exemple, quand il y a un nouveau fond de teint, l'entreprise va envoyer à tout le monde toutes les teintes du fond de teint, même si la personne ne va en mettre qu'un seul, peut-être deux vu qu'elle sera plus bronzée en été. Toutes les autres teintes vont finir soit données, soit à la poubelle. Une technique pour te démarquer de tes concurrents, ça devient de faire la boîte la plus grosse et la plus voyante possible, avec des options high-tech, des lumières, des écrans plats, comme par exemple cette aberration, cette boîte qui contient un écran plat et plein de boutons pour un mascara. Oui, un mascara. Sachant que tout cet emballage-là, il va finir à la poubelle, hein, parce que crois-moi, quand on reçoit 20 par jour, tu les gardes pas à force. Hein. Ça finira à la poubelle, comme tout ce make-up qu'elles ne peuvent pas utiliser, parce que, répétez après moi les enfants, tout le make-up périme. Oui, c'est très bien, very good. Tout ça, c'est un gaspillage monstrueux, et qui c'est qui le paye? C'est toi. Et oui, tu vas le payer quand tu vas l'acheter, ce fameux mascara à écran plat. Sauf que toi, t'auras le mascara, mais t'auras pas l'écran plat. Deuxième moyen, c'est la sponsorisation. C'est-à-dire que l'entreprise verse de l'argent à l'influenceur pour qu'il fasse la promotion du produit, que ce soit par un placement ou par une vidéo dédiée. Alors, que dit la loi à ce niveau-là? C'est très clair, toute publicité doit être identifiée. En Amérique, il y a les règles de la FTC qui disent qu'il faut mettre les hashtags sponsor et hashtag ad lorsqu'on fait une vidéo sponsorisée. Et en France, on a la loi Sapin qui a été étendue pour s'appliquer au numérique et qui dit que toute publicité doit être identifiée. Actuellement, il y a encore beaucoup de gens qui font de la publicité dissimulée, c'est-à-dire qu'ils font la promotion du produit sans dire qu'ils ont été payés par la marque. Il y a des marques que ça ne dérange pas du tout qu'on fasse de la publicité dissimulée pour elles. D'ailleurs, certains influenceurs rapportent avoir reçu des propositions de ce style-là. Mademoiselle Josette? Oui? On aime beaucoup ce que vous faites ici. On aimerait vous proposer un partenariat. D'accord, c'est quoi? Il faudra faire une vidéo sponsorisée pour notre produit. Il faudra seulement dire que nos concurrents sont tout pourris. Hein? Oh non. Non, ça c'est pas mon genre, j'ai des standards. Je vous propose 80 000 €. Combien? Toute cette dissimulation pose plein de problèmes éthiques, surtout que Instagram et YouTube ont des règles très simples pour dire que la vidéo ou le post est sponsorisé. Sachez aussi dans la même veine que si quelqu'un vous donne un code promo, c'est-à-dire un code de réduction pour un produit, eh bien il touche un petit bénéfice à chaque fois que vous utilisez ce code, qu'il le dise ou non d'ailleurs. Un truc à savoir, c'est que ces sponsorisations et ces codes promo, ça rapporte énormément d'argent à ces influenceurs. Oui, 80 000 €. C'est pour ça que ça pose quelques problèmes éthiques quand ils ne révèlent pas cette information. Pour éviter ces problèmes, certaines marques ont eu une idée géniale et se sont dit « si à la place de les payer, on emmenait ces influenceurs en voyage !» Là, on ne parle pas de petits voyages, hein, on parle d'emmener 20-30 personnes dans des destinations luxueuses comme à Bora Bora ou alors à Florence, ou alors s'il s'agit de plus petits influenceurs à Disneyland par exemple. Au cours de ces voyages, les influenceurs recevront tous les produits de la marque, mais pas seulement. Ils auront aussi le droit à des cadeaux exceptionnellement luxueux. Alors, pourquoi ces marques font ça? C'est très simple. La première raison, c'est pour faire des économies. Et là, votre réaction sera sûrement « Wow, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là ?» Et surtout, qu'est-ce qu'elle fume? Parce que purée, moi j'en veux bien. Alors, je vous rassure, je suis parfaitement clean et parfaitement saine d'esprit. Oui. Mais écoutez-moi, je vous dis, ça fera sens. Rappelez-vous, une vidéo ou un post sponsorisé, ça coûte beaucoup de sous-sous.
Alors que là, en invitant tous ces gens sur cette île, eh ben, ils s'assurent du contenu pour au moins une semaine et qui sera partagé partout. L'autre avantage, c'est que tu ne payes pas l'influenceur en lui donnant de l'argent, le paiement c'est le voyage. Donc ce n'est pas vraiment une sponsorisation, donc t'as pas vraiment besoin d'en parler, si. Et puis avec ça, tu t'assures qu'à l'avenir, ils diront toujours du bien de tous tes produits. Parce que s'ils font le contraire, tu pourras aller les voir et leur dire « Eh, pourquoi tu fais ça? Je croyais que tu m'aimais bien. Tu veux plus repartir en voyage avec moi ?» Et je vous assure que du côté influenceur, le choix est très vite fait. Alors, on est d'accord, la personne qui a eu cette idée, c'est un pur génie. Un génie du mal absolu, hein, mais un pur génie. Il mérite quelques applaudissements. Et je rappelle que la personne qui paye pour tous ces voyages, hein, c'est toi. Et oui, c'est pour ça que ton mascara il sera 10 € plus cher, c'est pour payer le voyage de tous ces gens. Pas du tout pour la qualité du produit, hein, parce qu'il faut pas rêver. Tout ce qu'il te reste à faire ensuite, c'est d'essayer de te démarquer de tes concurrents. Pour ça, il existe plein de petites techniques, on va en aborder quelques-unes. La première, et je trouve que c'est la plus rigolote, et que c'est une technique qui est utilisée par tous les fabricants de fard à paupières du monde, c'est ce que j'appelle la technique de l'effet touche de couleur. Pour voir en quoi ça consiste, prenons l'exemple de notre chère amie, chère à notre cœur, Kim Kardashian. Excusez-moi, il s'agit du signal qu'a installé notre chère Josette après la dernière vidéo pour s'assurer que je ne prononce plus jamais le nom des Kardashians. C'est bon, j'arrête de parler des Kardashians. Puisque nous ne pouvons pas parler de vous savez qui, prenons un autre exemple. Voici la Gold Palette de Natasha Denona qui vaut 113 €. Oui, excusez-moi. Si vous êtes une grosse collectionneuse de make-up, vous me direz sûrement quelque chose du style « Mais cette palette est unique! Regardez-moi ces deux bleus! » Et je vous répondrai « Ah oui, si j'enlève les deux bleus, elle est toujours si spéciale ?» C'est bien ce que je pensais. Et alors ça, vous pouvez trouver des exemples, mais partout! Prenons l'exemple de deux palettes qui se ressemblent énormément, la Sultry d'Anastasia Beverly Hills et la Naked Reloaded de Urban Decay. Vous pouvez voir que ce sont deux palettes aux couleurs extrêmement neutres avec une petite touche de couleur pêche. Elles sont très belles, par contre, si je cache la petite touche de couleur pêche, elles apparaissent tout de suite beaucoup moins jolies. Et alors, les grands spécialistes de ça, c'est une marque américaine qui s'appelle Morphe et qui est spécialisée dans le fait de vendre des palettes avec 400 nuances de marron et une petite touche de couleur parce qu'il faut bien les différencier, vous voyez. Celle que vous voyez à l'écran par exemple, c'est la 35O. Pourquoi 35? Parce qu'il y a 35 fards, voyez-vous. C'est l'une des palettes les plus vendues de la marque. Elle a été tellement vendue qu'ils ont décidé d'en faire plusieurs versions. Par exemple, voici la seconde version de cette même palette. Non, je vous assure, c'est pas les mêmes. Je sais qu'on dirait pas comme ça, mais ce ne sont pas les mêmes. Et voici la troisième version avec deux fards verts parce qu'il faut bien les différencier. Si je cache les fards verts, vous voyez qu'elles se ressemblent quand même pas mal, on va dire. Mais alors, pourquoi ils sont là ces deux fards verts? C'est aussi pour que vous puissiez distinguer tout de suite la palette sur les photos de promotion. Prenons un exemple de la même marque. Morphe a fait récemment une collaboration avec cette personne dont je ne prononcerai pas le nom parce qu'elle se nourrit de l'attention qu'on lui donne. Si vous trouvez qu'une personne a une mauvaise influence au niveau global, arrêtez de prononcer son nom et de lui donner de l'attention et elle finira par disparaître. Et vous me direz sans doute, et toi, t'as pas passé la dernière vidéo à parler pendant 5 minutes de vous savez qui? Et je vous répondrai, mais vous savez qui, ce ne sont pas des vrais gens, c'est pas du tout pareil. Et vous me demanderez sans doute, mais pourquoi c'est pas pareil? Et je vous répondrai... Voilà, maintenant que ce point-là est clarifié, en voyant cette photo de promotion, juste essayez d'imaginer la tête de la palette qu'elle essaye de vous vendre. Je suis sûre que vous ne vous attendez pas à ça. Moi non plus, j'avoue. Quitte, maintenant que tu as réussi à rendre l'intérieur un peu intéressant, le meilleur moyen de te distinguer, ça reste quand même l'emballage. Et là, les marques, elles sont devenues expertes dans l'art de faire des emballages trop mignons. T'en as autour de la nourriture, autour de Noël, et là, ça devient la compétition pour faire les emballages les plus magnifiques, hein. Pas toujours pratiques, mais en tout cas magnifiques. Là, t'as le combo emballage magnifique avec le coquillage et petite touche de couleur pour essayer de rendre l'intérieur un peu plus intéressant. Tu vas avoir des emballages luxueux, tu peux avoir des livres aussi, oui, des livres. Et puis tu vas avoir les emballages épiques, comme celui-ci qu'Urban Decay avait fait pour Game of Thrones. Ou alors, mon préféré personnellement, celui qu'ils avaient fait pour le film Alice de l'autre côté du miroir, que je trouve juste absolument trop beau.
Excusez-moi et oublions ça très vite s'il vous plaît. Après, pour se démarquer, les marques utilisent aussi des arguments commerciaux variés. Je vais vous parler de ceux qu'on peut regrouper sous la catégorie éthique. L'un des plus répandus, c'est de dire que son produit est vegan. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un produit est vegan? C'est dire qu'aucun élément qui le compose n'est issu d'origine animale. En général, c'est facile de savoir si un produit est vegan ou non parce que la marque va le clamer haut et fort, mais là encore, il y a des abus. Par exemple, la marque Morphe, qui n'est pas connue pour son éthique, a été récemment au milieu d'un scandale. L'un des produits les plus connus de Morphe est une collaboration avec cette influenceuse dont je parlerai parce qu'elle est juste formidable en termes d'honnêteté. Il s'agit de cette palette. Cette palette, lors de sa sortie, était vegan car aucun élément qui ne composait sa formule n'était d'origine animale. Le problème, c'est qu'environ 2 ans après, Morphe a changé la formule en douce pour y ajouter du carmin. Le carmin, c'est un pigment issu d'insectes. La palette n'est donc plus vegan, mais elle a encore été vendue pendant très longtemps sur leur site web dans la catégorie produits vegan, ce qui n'est pas très honnête, nous serons d'accord. Le deuxième argument éthique le plus répandu, c'est le sans cruauté ou cruelty free. Le sans cruauté, ça sous-entend qu'il n'y a aucun test qui n'a été fait en rapport avec ce produit sur des animaux. Mais là encore, attention, parce que la loi est pleine de failles. La loi dit qu'un produit est considéré sans cruauté si le produit final n'a pas été testé sur des animaux. Ce qui veut dire, pour simplifier, que certains tests sont autorisés, comme les tests d'irritation des ingrédients. Un produit qui se prétend cruelty free et qui est sans cruauté selon la loi n'est donc pas forcément sans cruauté. Heureusement, il existe des labels d'organisations indépendantes comme celui-ci, de la PETA, qui indiquent que le produit est vraiment sans cruauté. Attention aussi à ce qu'on appelle le greenwashing. Qu'est-ce que le greenwashing? C'est quand un produit se prétend bon pour l'environnement alors qu'il ne l'est pas du tout en pratique. Un exemple typique, c'est celui des crèmes solaires. En effet, vous le savez peut-être, la quasi-totalité des crèmes solaires sont absolument toxiques pour les fonds marins et pour la biodiversité. Il y a des crèmes qui sont donc apparues en prétendant être bonnes pour la planète parce qu'elles utilisent des filtres minéraux naturels au lieu des filtres chimiques. Le problème, c'est que ces filtres minéraux se déposent comme les filtres chimiques au fond des océans et font tout autant de dégâts. Il ne faut donc pas croire ce qui est dit sur l'étiquette. Les associations de consommateurs conseillent le label Nordic Ecolabel qui est un vrai gage d'écologie pour le coup. J'en profite pour rappeler qu'il y a énormément de produits qui sont non seulement mauvais pour la planète, mais qui sont aussi très mauvais pour vous. Ça y est, j'ai mon nouveau rouge à lèvres. Il est cruelty free et vegan. Et après quelques mois d'utilisation... Je crois que je me sens pas très bien. En fait, il y a énormément de produits qui contiennent des substances qui sont nocives pour l'être humain. Alors, n'étant pas biochimiste, je ne peux pas vous faire un rapport détaillé de quelle substance fait quoi. C'est pour ça que je vais vous conseiller l'application Yuka. Alors, Yuka, c'est une application qui marche pour la nourriture, mais aussi pour les cosmétiques. Quand vous êtes dans le magasin, vous scannez l'étiquette du produit avec l'application, et Yuka va vous donner la composition du produit. Yuka va lister les composants, ceux qui sont bons, ceux qui sont mauvais, et va attribuer une note globale au produit sur la qualité de sa composition. S'il y a trop de composants nocifs, la note sera très basse. Yuka va alors vous fournir un produit alternatif qui a le même but. Par exemple, si vous souhaitiez acheter un mascara, mais que ce mascara a une note très très faible, Yuka va vous proposer un autre mascara qui sera de meilleure composition. Dans le même genre, je peux aussi vous conseiller le site de l'association de consommateurs UFC Que Choisir qui a fait une large enquête sur les cosmétiques. De la même manière que Yuka, UFC Que Choisir a attribué une note pour chaque produit en fonction de la catégorie de consommateurs, ici adulte, enfant ou femme enceinte. Ce qui est drôle avec cette enquête, c'est qu'on remarque que les produits les plus chers ne sont pas forcément ceux qui ont une meilleure composition. Bien au contraire. Faites donc extrêmement attention à ce que vous mangez et à ce que vous mettez sur votre peau, particulièrement à ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens, ce sont des saloperies qui, comme leur nom l'indique, perturbent le système endocrinien. Le système endocrinien, c'est l'ensemble des organes qui émettent des hormones. Les hormones, qu'est-ce que c'est? Ce sont des messages chimiques qui circulent dans le corps. Les hormones sont émises par une cellule, voyagent à travers le sang et sont reçues par une autre cellule, ce qui va causer une conséquence. Bien entendu, il n'y a pas que les femmes qui ont des hormones, tout le monde a des hormones. D'ailleurs, un organe qui sécrète des hormones, c'est le cerveau. Pour en citer ne serait-ce que deux, il y a la mélanine. La mélanine, c'est l'hormone qui se déclenche quand tu es en train de jouer sur ton PC à 22h et qui te dit « Eh, il serait peut-être temps d'aller te coucher là, tu crois pas ?» Une autre hormone qu'on peut citer, c'est la dopamine, c'est l'hormone du bonheur.
Cette hormone, tu peux la trouver dans le chocolat, ce qui explique pas mal de choses dans ma vie. Et aussi, elle est sécrétée quand tu fais du sport. Ces perturbateurs endocriniens, ils vont foutre le bordel de 3 façons. La première, ils vont imiter le fonctionnement des hormones, ce qui va entraîner la même réaction alors que l'hormone n'a pas été sécrétée. La seconde, ils vont bloquer les récepteurs des cellules réceptrices, ce qui peut causer pas mal de soucis. Ne serait-ce qu'aux 2 hormones que j'ai citées, plus de sommeil, plus de bonheur, ce serait bien nul quand même, on est d'accord. Troisième comportement, ils vont perturber la génération et la réception des hormones. Dans les 3 cas, on est d'accord, c'est très nul. Les perturbateurs endocriniens, ça craint un max. Donc s'il vous plaît, faites attention à ce que vous mangez et à ce que vous mettez sur votre visage. Et ce sera ma conclusion pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo ou que vous l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à la partager aux gens qui en ont besoin, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, ou à vous abonner. Sinon je vous poursuivrai pour hérésie. Au revoir les gens!